Salut! C'est l'examen demain. J'ai eu plein de questions dans les derniers jours, puis j'ai pensé que je ferais un petit résumé de certaines choses qui ont été questionnées, mentionnées. En même temps aussi, dans le numéro 8, il y a une petite partie avec une collision inélastique qui est une sorte qu'on avait comme pas vraiment vue. Puis pour vrai, je vous le dis, c'est pour ça que c'est important de garder la vidéo jusqu'à ce que je parle du numéro 8, parce qu'il y a des collisions, il y en a à deux endroits dans l'examen, puis il y a un des endroits où est-ce qu'il n'y a pas de fusion. Donc, je tiens vraiment à faire ce petit boulot avec vous autres. Vous montrer en tout cas au moins les bases. Ensuite de ça, consigne pour l'examen, il faut arriver d'avance. Pour vrai, les sacs à dos, tout, pas de montre intelligente, rien sur soi, sauf les crayons, minimum. Peut-être une petite veste parce que ça se peut qu'il fasse froid, collation, bouteille d'eau, mais tout va à l'avant ou juste pas avec vous. Fait qu'apportez le minimum. N'oubliez pas votre calculatrice, votre carton vert, votre petite fiche de notes personnelles, recto seulement. Puis c'est ça, on va, à partir du moment où comme on a donné le go pour l'examen puis tout le monde a sa copie, c'est 3 heures. Il y aura le droit d'aller aux toilettes, mais c'est une personne à la fois, puis on est 300 quelques dans la salle. Fait que faites vos besoins avant d'arriver dans la salle. Ensuite de ça, vous avez le droit de me poser des questions, vous levez la main, mais ça va être une personne à la fois. Puis je me donne le droit de ne pas répondre à votre question, bien sûr. Puis ensuite de ça, il y a des consignes sur la première page de l'examen, vous les lirez comme il faut. Ça prend un bon 2-3 minutes bien investi. C'est beau? Donc là, je ne sais pas si le tableau, il est petit un peu. Fait que je vous laisse le temps de faire une pause, faire un zoom, prendre un screenshot du tableau. Vous pourrez vous en servir après. Je vais essayer de ne pas le cacher pendant que je l'explique. Au numéro 1, ce que j'ai remarqué, c'est que plusieurs personnes ne comprenaient pas que la vitesse initiale était en X. C'est comme au numéro 3. Donc, numéro 3, numéro 1, pour la partie mouvement parabolique, on est au sommet de la trajectoire au départ, ça va tomber vers le sol, puis là, il n'y a pas d'angle au début. La vitesse initiale est toute en X et la vitesse initiale en Y est donc nulle. Fait que c'est la même chose dans les deux. Grosse différence entre le numéro 1 et le numéro 2, c'est qu'au numéro 1, le pendule est conique, fait que l'accélération centripète est dirigée vers le centre du cercle qui est dessiné dans le dessin. Au numéro 2, à cause que c'est un pendule qui oscille, le point d'attache est en haut, fait que l'accélération centripète est le long de la ligne de la corde. Donc, je pointe avec ma main, mais ça dépend comment vous avez fait votre dessin. Mais de l'objet, le long de la corde vers le sommet, c'est votre accélération centripète. Ça n'a pas d'impact pour la première partie de la question, mais quand vous allez être rendu à trouver la tension dans la corde, vous allez être obligé de faire un schéma de force. Je vous suggère sincèrement de mettre votre axe des Y le long de la corde inclinée, dans le même axe que le AC. Et il y a une page là-dessus dans le bloc Ciné++, la page sur le pendule, vous allez pouvoir vous y retrouver là. Le numéro 2, donc, avec Tarzan, quand il se lâche, Tarzan se lance avec un angle de 30 degrés. C'est la même chose que dans le numéro 4, quand la balle part avec un angle de 27,5 degrés. C'est la même démarche, là, grosso modo. Il faut décomposer les vitesses. Numéro 3, faites bien la différence entre le rayon de la bille et le rayon de la grande loupe. Donc, par exemple, quand vous utilisez le connecteur, V est égal à R oméga, en lien avec le spin de la bille, c'est petit r. Quand vous utilisez le moment d'inertie, 2/5 mr carré, c'est petit r. Mais quand vous utilisez AC égale à V carré sur R, pour, dans la partie des forces, bien là, le R qui est là, c'est le grand rayon de la loupe. Fait que mélangez pas le petit r et le R majuscule, soyez conscient de cette différence-là. Le numéro 4, rien à signaler. Je ne sais pas, j'ai pas eu de question là-dessus du tout, fait que ça veut dire que ça va bien pour la plupart des gens. Numéro 5, pas facile, le numéro 5. La différence entre le A et le B, c'est que dans le A, tout est en mouvement. Dans le B, vu qu'on cherche la position maximale, ben, il n'y aura pas de K. Ni KA, ni KB, ni K-rotation. Dans le A, tous les K sont là. Dans le B, il n'y en a pas. Si vous trouvez bien le lien entre le déplacement de 10 cm en S et en E pour l'étirement du ressort. C'est 10-10 pour le S du frottement, puis c'est le 10 pour le E du ressort. À ce moment-là, la hauteur perdue par le bloc qui est suspendu va être en proportion plus grande, dans la même proportion que les rayons, vu que la corde du bloc suspendu est comme sur le pourtour extérieur, donc le rayon le plus grand. Fait que sachez ça. Dans la question B, cette distance-là est plus connue. On ne vous donne pas le 10 cm, fait que vous ne pouvez pas déduire la hauteur h, mais vous pouvez inventer une variable qui remplace le 10. C'est comme au lieu de mettre un S ou de mettre un E, là où vous auriez mis un 10, bien, mettez une lettre, mettez S partout ou mettez D. Puis à ce moment-là, votre hauteur h, bien, exprimez-la en fonction de cette variable-là. Par exemple, un facteur multiplicateur de D. En tout cas, il faut s'ajuster. Puis on aurait pu demander B avant A. Fait que ne vous fiez pas sur des choses que vous avez trouvées en A pour faire B. Okay?
La question C du numéro 5 se fait avec des forces et des moments de force. Vous ne pouvez pas faire la question C avec l'énergie parce qu'il n'y a plus rien qui bouge. C'est complètement immobile. Fait que sommation des forces en X pour le bloc en haut, sommation des forces en Y pour le bloc suspendu. Mais vu que c'est des cordes différentes, les deux tensions ne sont pas les mêmes. Vous ne pouvez pas mixer ça ensemble. Donc, ça vous prend une somme des moments de force pour la poulie. Vous avez deux moments de force. Un, mettons le B, le bloc de droite, qui s'oppose puis qui égalise le moment de force pour le bloc de gauche. Puis chaque moment de force est associé à un rayon. Donc, il y en a un qui ça va être le petit rayon, l'autre ça va être le grand rayon. Vous allez trouver à ce moment-là le lien entre T1 et TA et TB ou T1 et T2 selon comment vous procédez. Mais c'est vraiment un problème dans le style somme des forces, somme des moments de force avec un camp de base qui se nourrit. Numéro 6, pour trouver à la question C le moment I, le moment d'inertie I de la tige et du bol, ensemble, ça vous prend la bonne formule pour la tige. Là, c'est une tige qui est tenue par son extrémité. Puis le bol, on l'assimile à une petite particule, mais elle est à une distance 1,4095 de l'axe. Fait que votre formule, ça va être I-tige plus I-bol. Le I-tige, c'est la formule I-tige qui est déjà fournie dans le carton, prenez la bonne. Puis le bol, c'est MR carré, mais le R qui est là, c'est une distance R mesurée à partir de l'axe du pivot jusqu'au bol, donc 1,4095. Question 7. Aucunement besoin d'utiliser les oméga ou les rad. Pour vrai, c'est pas parce que ça tourne qu'il y a nécessairement des rad. Ça peut marcher avec les rad, pour vrai. Mais on se débrouille très bien avec des fréquences F puis des vitesses V. Puis toute la partie cinématique après se fait de toute façon avec les vitesses V. Je vous le suggère fortement. Accélération A, delta X, des delta X en mètres. Fait que pour vrai, si vous êtes capable de contourner les oméga, les rad dans ce problème-là, fine, ce serait même mieux pour éviter de se tromper. Si vous l'avez fait avec l'oméga puis ça a bien été, pas de problème. Mais c'est pas nécessaire. Fait une chose est sûre, c'est qu'avant de vouloir spécifiquement répondre à la question A, là, avec l'histoire du 100 mètres, faites du ménage. Vous devez trouver la vitesse à laquelle le vélo va au bout des 30 secondes. Une VF. La VI, c'est 0. Vous devez, avec les RPM qui sont fournis, finir par trouver la vitesse de 19,79 mètres par seconde, qui est la vitesse finale au bout des 30 secondes. Puis ensuite de ça, vous devez clairer pour vrai la liste des choses qu'il y a à savoir sur les 30 secondes. C'est quoi le delta X qu'on a fait pendant les 30 secondes? C'est quoi l'accélération pendant ces 30 secondes-là? Parce qu'il y a peut-être besoin de faire un palier ou pas pour comprendre quoi faire avec le 100 mètres. Vous devez savoir ces 30 secondes-là, il se passe comment, pour après ça voir qu'est-ce que je fais avec le 100 mètres. Est-ce que c'est à l'intérieur du 30 secondes ou après le 30 secondes? Parce qu'après le 30 secondes, c'est MRU. Fait que vous devez absolument tout trouver sur ces 30 premières secondes-là avant. La question B, là, c'est écrit tout petit. Sur la puissance, c'est vraiment juste la variation d'énergie cinétique divisée par 30 secondes. En fait, c'est que la puissance, c'est toujours une quantité d'énergie fournie ou une quantité d'énergie, un delta E ou un travail effectué. Là, dans ce cas-ci, il n'y a pas de changement de UG, il n'y a pas de ressort. Le seul changement d'énergie qu'il y a, c'est qu'il y a une augmentation de vitesse, donc une augmentation d'énergie cinétique. Fait que si vous trouvez le delta K avec le K avec la vitesse de 19,79, la masse complète de 69 kg divisé par 30 secondes, bingo. Question 9, je skip la question 8 parce que c'est elle que j'ai plus de choses à dire. La question 9, une des choses que les gens oublient, c'est de mettre l'accélération égale à 0 partout. Sinon, ben écoute, c'est des petits détails, là, c'est pas si simple l'histoire de la question C, je pense, où est-ce que le bloc monte le plan, l'extraterrestre arrête de pousser, le bloc il va continuer un petit peu sur son élan, fait qu'il y a une VI vers le haut du plan, l'accélération est vers le bas du plan, puis le delta X complet est vers le bas du plan, fait qu'il y a une histoire de signes, une VI positive, A puis delta X négative, souvent c'est des problèmes de signes qui bug. Ça, je ne l'ai pas écrit. Question 8, c'est lui-là. Il y a une collision inélastique, mais où est-ce qu'il n'y a pas de fusion? À ce moment-là, c'est que du côté droit du égal, par rapport à ce qu'on a fait dans la page où il y a 3 exemples sur la quantité de mouvement, c'est qu'au lieu de regrouper M plus M, donc les masses des deux objets, on les laisse séparer. Fait que là, c'est écrit vraiment petit ici. J'espère que vous allez pouvoir faire un screenshot puis zoomer. Mais il faut savoir que pour la collision inélastique sans fusion, au départ, ce qu'on a, c'est un bloc en mouvement avec une vitesse initiale que vous allez trouver par l'analyse du ressort. Okay? Ce bloc-là fonce dans un pendule, mais ils ne vont pas rester collés après. Fait que ça veut dire qu'après, il n'y a pas juste un morceau. Il y a un morceau pour le bloc, puis un morceau pour le pendule. Puis la seule équation qui peut être utilisée, c'est M fois V. Pas une demi-MV carré, c'est M fois V, c'est spécifique, c'est la quantité de mouvement, c'est la seule chose qui se conserve là. Fait que tout l'élan, vous pouvez parler d'élan, tout l'élan inclus dans le bloc qui va foncer sur le pendule va se répartir sur les deux objets.
le bloc va avoir une nouvelle vitesse, plus lente parce qu'il a pogné quelque chose. Puis le pendule qui est immobile va décoller, va commencer sa montée avec une vitesse après le choc. Fait dans cette équation-là, la VI est connue actuellement rendue là parce que vous allez avoir trouvé par l'analyse du pendule. Les masses sont toutes connues, puis là, vous allez tomber avec deux inconnus. Vous ne savez pas, vous n'êtes pas capable de calculer la vitesse du bloc qu'il y a tout de suite après le choc, puis la vitesse du pendule qu'il y a tout de suite après le choc. Mais regardez ma ligne rose ici. Cette vitesse-là du pendule tout de suite après le choc, c'est la vitesse qu'il y a au début de sa montée. Fait que là, si vous regardez spécifiquement ce que le pendule fait, une hauteur est donnée pour la pendule. Sa hauteur maximale, là où il y a juste du UG, plus de vitesse. Bien, à rebours, si vous allez voir, OK, mais c'était quoi sa vitesse au début de sa montée? Bien, sa vitesse du début de la montée du pendule est la vitesse que le choc lui a fournie. Donc, la VF de la collision ou du choc est la VI de la montée du pendule. Et si vous faites la connexion de ces deux vitesses-là, ça va vous permettre de débloquer et de trouver à quelle vitesse le bloc repart après avoir eu une collision. Puis ça, cette ligne-là, où est-ce que les deux vitesses, les deux MV sont séparés, il y en a un dans l'examen, il faut être capable de faire quelque chose comme ça. Ça ne vaut pas beaucoup de points, mais il faut être capable de se débrouiller. Puis pour les gens qui ne seront pas capables de se débrouiller dans l'examen, je dis, si vous n'avez pas été capable de faire cette partie-là, continuez avec telle valeur de vitesse. Je donne une vitesse fictive qui vous permet de continuer. Vous ne serez pas bloqué si vous ne savez pas, puis ça ne vaut pas beaucoup de points. OK? Mais il y a quand même ça. Puis une collision inélastique avec fusion, il y en a une aussi. Donc si c'est ça que vous avez étudié, vous allez être correct. Ça ressemble à ça. On se voit demain. Nous autres, on va arriver tôt, les profs, pour ouvrir le local, vous permettre de vous installer, puis en espérant que vous soyez correct pour vos transports. Et ben voilà, fait qu'on va vivre avec. Si vous arrivez en retard, on va s'arranger.